Et nous allons débriefer le match Brésil-Japon avec la qualification du Brésil 2-1 face à la sélection nippone. Alors comme je l'avais dit, je sentais un 2-1 en faveur du Brésil, voire un 3-1 vraiment pour terrasser les Japonais. Et finalement, voilà, c'est ce qui s'est produit plus ou moins. Avec, comme je l'avais expliqué, je sentais un Brésil qui allait être malmené, voire mené, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a senti dès le début du match que le Brésil a voulu mettre le pied sur le ballon, ils sont allés très vite, ils ont voulu mettre de l'intensité dans le jeu. Dès les premières minutes, on a senti un Brésil assez conquérant. Et puis après, on a senti que le Japon a commencé à mettre eux aussi le pied un peu sur le ballon. Et on a senti une baisse d'intensité du côté brésilien. Et puis ensuite, le Japon qui n'a obtenu quasiment aucune occasion, hormis bon, sur un corner, une tête qui est passée au-dessus. Et puis après, cette accélération d'un joueur japonais au milieu de terrain qui se balade et puis ensuite qui réalise une frappe sèche à ras de terre et au ras du poteau, imparable pour Alisson, malgré que ce soit quand même bien couché. Donc à partir de là, le Japon a ouvert le score. Et puis on a senti une certaine nervosité du côté brésilien, un peu plus de déchets. On a retrouvé un petit peu un Brésil comme on avait vu au Maroc lors du premier match. Mais malgré tout, Ancelotti était là pour calmer le jeu, calmer les esprits, ne pas paniquer. Et il n'y a qu'un 0, il reste encore du temps. Ils peuvent encore s'organiser. Bon, après finalement, à la mi-temps, c'est resté à 1-0. Je pense qu'Ancelotti a dû avoir le discours juste pour remettre ses troupes au bon niveau. Et puis après, dès le coup d'envoi de deuxième mi-temps, alors là, ça a été vraiment une deuxième mi-temps à sens unique où le Brésil a ultra dominé, hormis bon, une frappe de joueur japonais qui a été captée en deux temps par Alisson qui commençait un peu à s'endormir. Mais sinon, le Brésil a énormément dominé. Dès le début, on a ça avec donc un sauvetage in extremis, puis il y a aussi une superbe arrêt sur une tête de Guimaraes qui a été sorti par Suzuki. Et puis après, voilà, sur un centre qui a trouvé finalement la tête de Casemiro et à bout portant qui marque le but égalisateur. Juste après, on a eu également l'accélération individuelle de Vinicius qui a fait la différence en réalisant deux grands ponts sur des joueurs japonais, puis ensuite qui parvient à frapper, mais le ballon est légèrement dévié par Suzuki et le ballon donc finit à taper sur le poteau et à sortir. Voilà, là, on a vu un Brésil beaucoup plus conquérant. Et puis ensuite, après, on a senti une équipe de Brésil qui ne paniquait pas, mais qui était maître de la possession, maître du jeu, face à un Japon qui était très bien structuré défensivement, au milieu, qui cherchait sûrement la contre-attaque et l'accélération pour réaliser un hold-up. Et puis malgré tout, j'ai senti que les Japonais cherchaient même la prolongation à un moment donné. Et je me suis dit, il va sûrement avoir une prolongation. Et finalement, le Brésil a trouvé une ouverture donc avec une passe lumineuse sur Martinelli qui frappe et puis bon c'est à bout portant Suzuki a essayé de la dévier mais là cette fois-ci le ballon a touché le poteau mais intérieur et finalement le ballon est rentré. Le Brésil a arraché la qualification dans les dernières minutes de jeu, la 94e, et à partir de là le Japon n'a pas eu le temps de réorganiser sa stratégie. Si vous vous souvenez contre les Pays-Bas, lorsque les Hollandais menaient 2-1, le sectionnaire japonais avait fait des tableaux avec des numéros, tout ça, et il a eu le temps d'organiser une certaine stratégie pour aller chercher l'égalisation. Et les Japonais sont allés chercher leur égalisation sur corner. Et ils sont revenus à 2-2 avec les Pays-Bas et ils ont réalisé un match nul qui leur a permis d'inscrire leur premier point dans cette Coupe du Monde. Là, en revanche, bien sûr, Ancelotti, le Brésil n'a pas fait exprès, il cherchait quand même à prendre l'avantage avant la prolongation. S'ils avaient pris l'avantage bien avant, le Japon aurait pu avoir le temps de se réorganiser. Mais je pense qu'en face, les Brésiliens auraient continué à jouer, à mettre de l'intensité, de la pression pour aller chercher un dernier but justement pour terrasser les Japonais et pour vraiment assurer leur qualification pour les huitièmes. Mais là, ce but qui est arrivé vraiment à la dernière minute, c'est un but assassin. À partir de là, ce but-là a terrassé vraiment les joueurs nippons. Et à ce moment-là, donc, les Japonais n'ont pas eu le temps de réorganiser leur stratégie. Même si l'arbitre a rajouté 2 minutes additionnelles puisqu'il y a eu des changements, etc. Et que finalement on est passé de plus 6 minutes à 10 minutes d'arrêt de jeu.
Oui, à partir de là, ça a été vraiment le stratagème d'Ancelotti qui a fait la différence, évidemment, sur le Japon. Alors, concernant la sélection nippone, on a vu une équipe qui était vraiment vaillante, mais qui manquait vraiment quelque chose pour montrer encore plus du danger face au Brésil, qui en revanche, même si à un moment donné on a vu une sélection Riverde commettre pas mal d'erreurs et quelques gâchis, c'est aussi parce que en face les Japonais s'organisaient avec un pressing très haut. À l'époque, les Japonais défendaient beaucoup, ils savaient qu'ils jouaient contre une grande équipe. Là, ils mettaient un pressing assez haut et en fait, dans leur stratégie, c'est de prendre en compte une grande sélection et de pouvoir, on va dire, leur planter le poignard. En gros, c'est ça, quoi. Et seulement, voilà, le Brésil savait que les Japonais avaient ce style de mentalité. Et je pense qu'Ancelotti, de par son expérience de grand entraîneur, voilà, Ancelotti c'est l'école italienne, c'est un vieux de la vieille, et donc il ne s'est pas laissé surprendre par la stratégie mise en place par les Japonais. Et finalement, mais le Brésil a fait la différence, donc bravo à eux. Donc maintenant, prochain match sera sûrement soit contre la Norvège ou soit contre la Côte d'Ivoire. Ça va être dur. Mais en tout cas, bon, si certains disent oui, bon, le Japon, ça a été faible, tout ça, etc. Non, le Japon avait vraiment de très bonnes ambitions. Seulement, voilà, ils sont tombés sur un adversaire qui était quand même bien plus fort qu'eux, qui a su faire la différence, qui a trouvé la stratégie pour tout changer. Et ça a été réussi. En plus, dans les dernières minutes de jeu, là, forcément, mais l'adversaire n'a pas eu le temps nécessaire pour réadopter une nouvelle stratégie, pour aller chercher une éventuelle égalisation. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Je vais clôturer ce chapitre sur le Brésil. En tout cas, maintenant, prochain match, Allemagne-Paraguay, ça va être intéressant. L'Allemagne, qui est pour moi catastrophique depuis le début de la compétition, a quand même mis, on va dire, une belle fessée à Curaçao. Bon, voilà, Curaçao, c'était l'équipe la plus faible, 7 buts à 1. Puis a retourné la situation contre la Côte d'Ivoire 2-1, mais ensuite s'est fait surprendre par l'Équateur en perdant 2 buts à 1, avec un Manuel Neuer catastrophique. On est loin du Manuel Neuer de 2014. Maintenant, voilà, c'était un match de poule. Là, maintenant, on attaque les sixièmes de finale. En face, ils ont un Paraguay qui est très faible. Pour moi, le Paraguay, c'est l'équipe qui a réussi à, on va dire, à se qualifier via le goal average, le repêchage, tout ce que vous voulez. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que l'Allemagne va faire la différence. Et l'Allemagne va, d'après moi, va montrer notre style de jeu un peu plus intéressant, parce que c'est vrai que là jusqu'à présent j'ai vu une Allemagne qui était hyper ennuyeuse, voilà, hormis contre Curaçao parce que c'était très faible avant, ça a été une balle de santé voire un match de préparation pour eux, mais contre la Côte d'Ivoire je me suis ennuyé. Ils ont réussi à renverser la vapeur grâce à Ondav là, de Stuttgart, mais sinon après contre l'Équateur pareil, ils ont ouvert le score rapidement, ils ont voulu jouer tranquillement, ils se sont fait surprendre. Bon, maintenant on est sur le sixième de finale, sur un match à élimination directe. Le Paraguay c'est une équipe très défensive, ils encaissent très peu de buts, ils marquent très peu, donc je pense qu'ils vont jouer en bloc bas avec 5 défenseurs, c'est sûr. Donc on va voir ce que vaut vraiment l'Allemagne face à un bloc bas et quel type de jeu ils vont produire. Est-ce qu'ils vont nous ennuyer ou est-ce qu'ils vont nous passionner? C'est la question, j'ai hâte de voir ce match. Et puis ensuite, surtout à 3h du matin, ça c'est le gros match, Brésil, j'arrête avec le Brésil. Le dernier match, Pays-Bas-Maroc. Alors, Pays-Bas-Maroc, ça c'est aussi un sacré match. Et c'est dommage qu'ils se rencontrent en 6ème de finale parce que le Maroc c'est la meilleure équipe africaine. Et en face, les Pays-Bas, c'est une équipe qui m'a régalé. Sur les 3 matchs que j'ai vus des Pays-Bas, je me suis vraiment régalé. Contrairement à l'Allemagne où je me suis ennuyé, quand j'ai vu les Pays-Bas, je me suis quand même vraiment régalé. 2-2 contre le Japon, 5-1 contre la Suède, 3-1 contre la Tunisie. Défensivement, c'est un peu juste, mais après, offensivement, les gars, ils sont puissants. Entre Malen, Broubé, Gakpo, puis aussi Somerville, Jimmy Somerville, puis au milieu de terrain, De Jong qui est un créateur. Les Pays-Bas, ils m'ont régalé. Franchement, c'est une nouvelle génération là, qui a progressé, qui a évolué avec Koeman comme un sélectionneur-entraîneur. Je mettrai, on va dire, ma pièce, on va dire plutôt sur les Pays-Bas, difficilement, parce que le Maroc m'a montré vraiment un très beau visage, tout ça.
mais je sens que les Pays-Bas, ils ont quelque chose en plus, quoi. Ils peuvent faire la différence, mais en tout cas, ça va être un match très serré, et peut-être je verrai bien un 2-2 et voir un dénouement dans la prolongation, voir pourquoi pas au tir au but, parce que ça va être un match très serré, et le vainqueur, il laissera des plumes, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, les Pays-Bas m'ont vraiment régalé jusqu'à présent. Offensivement, techniquement, dans le jeu en transition, tout ça, etc. Enfin, je veux dire, voilà, les Pays-Bas, c'est vraiment une équipe très très solide et qui a vachement évolué, qui a vraiment mûri et qui peut être vraiment un sérieux, je dirais même un sérieux favori pour le titre final, sachant qu'ils l'ont jamais gagné en plus. Donc voilà, attention les Pays-Bas, parce qu'ils sont souvent ce côté, on n'en parle pas souvent, on parle de l'Allemagne, on parle de l'Espagne, on parle évidemment de la France, on parle de l'Argentine, évidemment, ça j'y reviendrai, parce que l'Argentine fait vraiment peur, hein. Et puis aussi du Brésil, mais les Pays-Bas, on n'en parle pas, alors que c'est un monstre, voilà. Attention, les Pays-Bas, c'était jusqu'à présent un géant endormi, faut pas oublier quand même, c'est 3 finales de Coupe du Monde, ils ont eu ok, leur génération qui a été dégueulasse pendant quelques temps, mais là, c'est une équipe qui arrive à maturité et une équipe qui est vraiment très très compétitive et qui peut faire vraiment très 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 mal à n'importe quel adversaire. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis on verra ce que ça nous aura concernant tous ces matchs. Allez, on redébriefera tout ça plus tard.